Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un avis lecture. J'ai seulement 5 titres à vous présenter. Je commence donc avec le seul graphique de cette sélection, Pumpkin Night de Masaya Okazono et Seima Taniguchi, publié chez Mangetsu. Il s'agit d'un seinen en, je crois, 8 tomes, mais il est encore en cours de parution. Tout du moins en France, parce qu'au Japon, il me semble qu'il est terminé. On est dans une histoire de vengeance, donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mangas horrifiques japonais. On a une jeune fille qui se nomme donc Naoko et qui a été très largement harcelée durant sa scolarité, et elle va revenir pour se venger, puisqu'il me semble qu'elle a été envoyée en psychiatrie, si je me rappelle bien, je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Donc je n'ai lu qu'un seul tome. Habituellement je n'aime pas beaucoup chroniquer des mangas lorsque je n'ai lu qu'un tome, puisque c'est finalement beaucoup trop succinct pour développer un véritable avis concernant le titre, mais ici j'ai beaucoup aimé le côté extrêmement gore finalement de Pumpkin Night, mais aussi ce parti pris de dénoncer et de sanctionner, de punir les auteurs de harcèlement, puisque donc Naoko a été vraiment persécutée par ses camarades, même si dans le premier tome nous ne savons pas à quel degré, je dirais, cela a pu être impactant pour elle. C'est tout de même impactant au point qu'elle décide de tuer tout le monde, et de façon assez graveleuse. Quoi qu'il en soit, je continuerai ma lecture, même si je n'en fais pas une priorité, pour la simple et bonne raison que j'ai découvert des choses qui sont bien meilleures cette année. Mais c'est un début de saga tout du moins sympathique, avec une protagoniste, une anti-héroïne que je trouve un petit peu, alors je dirais pas attachante, parce qu'elle est quand même très... Je sais pas où je vais avec cette phrase. Sadique, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, les personnages sont bien menés, le récit est bien mené. Franchement, alors là, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous tournez les pages à une vitesse phénoménale. Et c'est extrêmement graphique. Je vais peut-être pas vous montrer des scènes de départ qui sont trop gore, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi ressemblent un petit peu les choses. J'espère que les citrouilles ne vous font pas trop peur, mais ça ressemble un petit peu à ça. Je précise que c'est pour public averti, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est écrit en gros ici, donc évidemment si vous vous lancez, sachez que ça risque d'être assez impactant, donc ça ne sera pas préconisé pour un public trop jeune, ou même pour vous si vous n'aimez pas ce qui est, je dirais, très gore, et que vous n'êtes pas familier par exemple des gros slasher ou des gros films gore des années 2000. Voilà, bon là ça risque de coincer. Je continue avec un ouvrage dont vous me demandez tout le temps, enfin, sur lequel vous me demandez tout le temps mon avis. J'en ai parlé une fois, et depuis c'est devenu un petit peu le titre sur lequel on m'interroge, ce que je trouve assez curieux, parce que c'est pas forcément celui sur lequel je suis le plus revenue. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vivi Schwab, qui est paru ici chez les éditions Lumen. Alors dans une édition absolument fantastique, merveilleuse, magnifique, en relié. Vous avez une dust jacket avec, je crois, une couverture alternative. Oui, qui est donc en fait cette couverture-ci. Donc La vie invisible d'Adi Larue, on suit Adi, qui est une jeune fille plus ou moins immortelle, qui en 1714 va passer un pacte avec... je fais tout à l'envers, autant pour moi. Donc Adi a été éduquée au XVIIIe siècle. Dans ses traditions, elle croit en Dieu, elle va à l'église, etc., etc. Enfin, en tout cas, elle vénère un dieu, ça c'est sûr. Une tradition, une légende, je dirais, dans son village, stipule, mentionne et préconise de ne jamais prier à la nuit tombée, ou lorsque le soleil n'est pas là, puisque ce sont les mauvais dieux qui pourraient se réveiller et venir donc soit sceller des pactes, soit poser une malédiction sur la personne qui s'adresserait à eux. Manque de peau, Adi, le jour de son mariage forcé, puisqu'elle n'envisageait pas du tout de s'orienter vers une vie maritale, va s'enfuir et prier les dieux un petit peu trop tard. Et ce un petit peu trop tard va donner à Adi un choix. Ce choix, elle va le faire, mais vous vous retrouvez, vous savez, finalement, dans ces scénarios où vous devriez peut-être... beaucoup mieux choisir vos mots pour formuler votre demande. Là en l'occurrence, elle dit ce qu'elle va demander, c'est du temps, et elle va demander aussi d'échapper à ce mariage. Pour échapper à ce mariage, plus personne ne va se souvenir d'elle. Donc vous allez me dire pratique, puisque Adi donc n'a plus à
à se soumettre à cette union. Sauf que cette malédiction, elle prend effet sur la totalité des personnes que rencontre Adi. C'est-à-dire que si cette jeune fille est rentrée dans une boutique à un moment où vous y êtes, où vous vendez par exemple, vous l'encaissez, vous avez complètement oublié qui elle est. Même chose pour des choses beaucoup plus finalement importantes. Si vous êtes son amie, si vous la rencontrez, que vous devenez amie dans la journée, que vous copinez un petit peu, impossible de vous en rappeler, même chose sur le plan amoureux. Donc Adi, elle souffre finalement de solitude depuis maintenant 300 ans, jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme, mais je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que moi j'avais été spoilée par le résumé et par certains avis, je vais pas vous le spoiler. Après vous vous doutez, hein, c'est en young adulte, vous vous doutez bien que Adi, je sais pas comment dire, son rapport à sa malédiction, on va arriver à un moment de sa vie où tout du moins où son rapport à sa malédiction il va changer, il va varier, il va être moins déterminant que ce qu'il l'était jusque-là. Donc cet ouvrage, il a été vraiment, il m'a été présenté et il a été dit qu'il était voilà, extrêmement poétique, et c'est vrai que la langue de Billy Schwab est agréable à lire, elle est chouette. Mais je n'ai pas trouvé ça incroyable d'un point de vue stylistique. L'histoire m'a pas mal plu. Par contre, je ne comprends pas d'où lui est venue cette espèce de saveur, de goût Dark Academia qu'on lui a apposé, parce que, alors certes il y a l'aspect librairie, parce que Adi est beaucoup dans une librairie, mais alors c'est à New York, c'est une librairie poussiéreuse, une vieille librairie, mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on a autant insisté sur cette esthétique là, qui à mon sens en tout cas ne domine pas le roman, qui est finalement présente, oui bien sûr, mais comme pourrait l'être bien d'autres esthétiques. C'est un parti pris, je pense qu'il y a aussi, ça c'est un petit peu un des gros trucs des réseaux sociaux, je pense que sur Instagram, comme il a été, comme la communication autour de ce titre a été fait comme tel, et que la plupart des influenceurs qui ont apprécié cette lecture ont parlé de cette vibes Dark Academia, nécessairement on a retrouvé ça un petit peu partout. Pour ma part, je ne trouve pas que c'est ce qui domine. Si vous avez aimé Le Maître des Illusions, If We Were Villains, bref, ces titres-là qui, pour le coup, sont carrément de la Dark Academia à mon sens, là on est sur quelque chose quand même qui s'en éloigne un petit peu. Bref, le personnage d'Adi, il est intéressant. Alors il est intéressant en ce sens qu'il a 300 ans, qu'il n'est pas censé mourir et que il s'interroge encore sur beaucoup de choses. Alors elle a emmagasiné un certain nombre de connaissances, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle prône cette idée qui est vraie, finalement plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et ces pensées socratiques, j'aime bien, voilà, il y a un côté un peu snob, un peu intellectuel, tout ça. Donc ça j'aime bien parce qu'il y a une façon d'intellectualiser finalement l'immortalité. Après pour le reste, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire ou transcendant. Je trouve qu'on insiste beaucoup sur des petites choses qui à mon sens sont anecdotiques et qui ne sont pas réemployées plus tard dans le roman. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Dans l'ensemble c'était divertissant et cool. Sachez que j'en ai fait la lecture en audio et que bon, j'ai été captée hein, clairement, mais j'ai échelonné ma lecture sur peut-être un mois. C'est que ce n'était pas si haletant que ça, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à Billy Schwab, c'est la lenteur des rythmes et des histoires qu'elle instaure. Personnellement ça ne me dérange absolument pas, j'adore les histoires très très lentes même, et les grandes phases descriptives, les grandes phases de narration, un petit peu plan-plan et tout, c'est carrément mon truc. Mais là en l'occurrence, je n'ai pas compris le rythme du roman, clairement, je n'ai pas compris le rythme du roman. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement lent, mais je ne l'ai pas trouvé non plus haletant, prenant. Je sais pas, c'est un espèce d'entre-deux qui fait que voilà, c'est une lecture qui est pas mal, qui est quand même au-dessus de ce que je peux lire depuis quelques temps dans ce registre-là, mais qui n'est pas révolutionnaire à mon sens. Je suis désolée pour tous ceux qui m'ont demandé mon avis sur ce livre, parce que je sais que vous l'avez adoré. Je dis pas que je n'ai pas aimé, je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis que voilà, ça n'a pas été la lecture qui m'a le plus animée ces derniers temps. Je continue avec Désirer la violence de Chloé Thibault, que la pop culture nous apprend à aimer. Cet ouvrage, je l'avais vu popper dans mon fil d'actualité Instagram, immédiatement il m'a capté. Ce qui était sympathique, c'était pas forcément l'exposition de tout
ce qui était dysfonctionnel dans la pop culture et dans ce dont j'ai été gavée, et je me suis gavée quand j'étais adolescente et encore aujourd'hui. Ça c'est pas la partie qui m'a le plus intéressée, même si c'est super cool de voir des références que vous connaissez super bien. Je pense par exemple à la scène dans laquelle, dans N'oublie jamais, quand Ryan Gosling se suspend à la grande roue, qu'il menace donc Rachel McAdams de tout lâcher. Donc en fait finalement c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est spectateur, et que parce que c'est Ryan Gosling on trouve ça super romantique, mais véritablement dans la vie de tous les jours un homme fait ça, vous trouvez pas ça romantique. Bref, vous avez tout un tas d'anecdotes comme celle-ci qui sont super sympas à voir. Il y a beaucoup de mentions de Kill Bill et de Tarantino aussi que j'ai trouvé super. Il y a toute une partie qui expose la face cachée d'Hollywood, des producteurs, des réalisateurs, donc de ces hommes finalement, et même de ces femmes qui couvrent des actes qui sont des actes criminels, comme des viols, comme de la prostitution, comme du commerce des corps, bref, toutes ces choses-là. Tout est exposé ici. Ce n'est pas le livre le plus théorique et le plus technique, le plus rigoureux, je dirais, que j'ai pu lire, mais je le trouve très très bien. Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière. Je pense que n'importe qui n'est pas familier avec cette idée-là, et même ceux qui le sont un petit peu peuvent y trouver leur compte. J'ai beaucoup aimé le lire, et c'est l'ouvrage que nous lisions en voiture avec mon compagnon. Donc il conduit, je lis à voix haute, et ça lui a beaucoup plu. Il fait partie je lui ai demandé un petit peu son top des dernières lectures qu'on avait pu faire, et celui-là arrive en tête. C'est quand même des ouvrages qui sont très orientés, qui sont très virulents, et c'est chouette de voir que ça peut aussi plaire aux hommes, que ce n'est pas seulement des écrits pour les femmes. D'ailleurs pas du tout, enfin à la base c'est des écrits qui doivent permettre de faire réfléchir sur certaines choses, même si celui-ci cible un public féminin, en ce sens que l'industrie du cinéma, l'industrie de la littérature, la littérature nous a fait fantasmer finalement des profils qui sont problématiques. Donc c'est vrai que les femmes sont mentionnées au sens où elles idéalisent ce genre de choses. C'est vrai qu'en général d'ailleurs, quand un personnage féminin est toxique, on le présente beaucoup plus comme un personnage fou, neurodivergent, ou quoi que ce soit, alors que l'homme on le présente comme l'espèce de soit de mâle alpha, soit de bad boy, pardon, etc. etc. Bref, tout ça c'est exposé beaucoup mieux que ce que je suis en train de le faire par Chloé Thibault dans ce titre. Je continue avec L'année de la pensée magique de Joanne Didion. Dans ce récit, Joanne Didion nous expose la perte de son mari un soir. Lorsqu'il passe à table, son mari fait une crise cardiaque et ne se relèvera jamais. Crise cardiaque au milieu du salon, donc dans leur lieu de vie. Et donc Joanne Didion assiste impuissante au décès de celui dont elle partage la vie depuis des dizaines d'années. Dans le même temps, sa fille est à l'hôpital pour une pneumonie qui a dégénéré avec une forme infectieuse. Et Joanne Didion va donc repousser finalement cette confrontation, ce moment du deuil, alors qu'elle a vu la chute et la mort de son mari sous ses yeux. Puis c'est la première à y avoir assisté, celle qui a contacté les secours, et malheureusement il ne s'est jamais réveillé après cela. Donc on a cette perspective qui est difficile entre les sentiments de l'épouse et en même temps de la mère qui souffre de voir son enfant en état critique, d'autant que, alors je l'ai appris en faisant des recherches un petit peu par la suite, Joanne Didion perd sa fille 2 années après, 1 année et demie après la mort de son mari. Donc, et l'intensité, la force avec laquelle elle parle de sa fille dans cet ouvrage-là, ça ne peut que vous faire des choses vous faire quelque chose. Donc elle a publié un ouvrage qui concerne sa fille, je ne me souviens plus du titre, je vous le mettrai par ici, mais il est sorti donc 2 années après le décès de sa fille, et L'année de la pensée magique, en revanche, se consacre à la perte donc de John Gregory Didion, qui était donc de John Gregory Dunne, qui était son époux. Tous les deux étaient journalistes, écrivains, donc finalement il y a cette routine tout à la fois privée, personnelle et professionnelle qui va se retrouver chamboulée. Elle va devoir réapprendre à vivre, et c'est très beau parce qu'encore une fois, je vous en avais parlé récemment dans un avis lecture concernant Journal de deuil de Roland Barthes. Ce sont des tout petits éléments du quotidien qui vont sans cesse la ramener à son époux. Je pense notamment à ses vêtements, ses chaussures, à toutes ces choses dont elle refuse absolument de se séparer parce que potentiellement il pourrait en avoir besoin, parce que potentiellement il va revenir, et c'est très très touchant finalement. Ce sont des sentiments, encore une fois, qui sont universels, qui, je dirais, fonctionnent et vont
de pair avec le deuil finalement. Et c'est voilà, c'est très bien écrit, c'est très beau. Alors ça a un côté, je dirais, très journalistique. On sent la formation initiale de Joanne Didion. C'est aussi très humain. On a vraiment ces successions de petits faits, de petits éléments qui viennent encore une fois, comme je vous le disais, réactualiser finalement la perte de la personne. On a ce quotidien bouleversé, chamboulé, qui finalement est autre alors qu'il est quotidien pourtant à l'initiale. Cette rupture finalement, cette rupture forcée. Et cette impossibilité de retour en arrière aussi. Des émotions encore une fois qui sont universelles et que je vais avoir du mal à vous décrire plus en détail. Je vous invite en tout cas à lire L'année de la pensée magique si vous cherchez un livre qui traite du deuil. Alors je précise quelque chose, on a vraiment ces deux pôles qui vont fonctionner ensemble, c'est-à-dire la mort, la crise cardiaque de John Gregory Dunne, donc son mari, et de l'autre côté l'hospitalisation de sa fille. Les deux choses sont présentes et sont très très largement décrites par l'autrice. Il y a aussi cette crainte finalement, donc c'est son enfant unique, c'est leur enfant unique, de voir son enfant disparaître. Donc il y a tout ça, il y a tous ces questionnements-là. C'est vraiment très, très beau, très humain. Et Joanne Didion nous a quittés il y a quelques années maintenant. Je pense que ce sont vraiment des chemins de vie qui sont très durs, je pense. Perdre tout à la fois son mari et sa fille à 2 années d'intervalle, fille qu'ils avaient adoptée, dont ils se sont occupés depuis qu'elle était enfant et qui, de ce que j'ai pu comprendre au vu des écrits, a eu des problèmes de santé multiples. Je trouve ça terrible et Joanne Didion en parle très très bien, même si dans ce livre elle passe son temps à exposer le fait qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit, comment le dire, si elle l'exprime convenablement, etc., etc. Ce doute aussi est très beau, il est très humain dans ces moments-là et c'est pour cette raison que je trouve que c'est un très bel ouvrage. Je vais terminer avec Anima qui est mon coup de cœur de cette vidéo. Il sera présent dans mes coups de cœur de cette année. Il me semble là en le prenant que je vous en ai déjà parlé en avis lecture, mais peut-être que c'était en vlog parce que je l'avais introduit en vlog. Donc là pour le coup je ne vais pas... Ça va être très compliqué de vous exposer l'histoire. Donc c'est un ouvrage de Wajdi Mouawad qui est publié chez Babel, donc les éditions poche d'Actes Sud. C'est un ouvrage qui était dans ma palle depuis un moment maintenant, j'en ai entendu parler récemment sur Instagram, ça a piqué ma curiosité de nouveau et je me suis lancée. J'ai vraiment bien fait. La narration est très particulière, elle est plurielle, puisqu'elle est faite par tous les animaux que le protagoniste principal va croiser, qui vont croiser la route plutôt du protagoniste principal. Ce protagoniste c'est Wash Depch, pardon, qui sort faire des courses et qui en rentrant découvre le corps de sa femme sur le sol, nu, en sang, et qui va essayer donc d'enquêter, de comprendre qui a bien pu tuer sa femme. Donc c'est une espèce de quête initiatique, il y a vraiment beau, c'est très métaphorique comme roman, c'est assez exigeant, je ne pense pas que ça corresponde à tout le monde, en toute honnêteté, que ce soit d'un point de vue du style, de la narration, ou même du message qui est porté par l'auteur. D'ailleurs ce message est également pluriel donc il est très complexe, mais je trouve que c'est très très bien fait. En fait je trouve que la couverture qui est presque illisible finalement lorsqu'on regarde le roman en dit très long sur l'ouvrage. Parce que vous êtes dans une espèce de flou, vous êtes tout à la fois dans la torpeur et dans la fuite, et dans la course effrénée. Il y a vraiment voilà, tout un tas de paradoxes qui vont coexister, coïncider. On va aussi parler, donc on va beaucoup parler de la bestialité, de la confrontation de la bestialité à l'humanité, d'où je pense cette prise de position aussi de proposer une narration du point de vue des animaux. C'est une véritable odyssée à travers l'Amérique, donc il y a vraiment de très très nombreux protagonistes qui vont venir écouter, parler, conseiller, maltraiter aussi notre héros, entre gros guillemets. Et voilà, ce cheminement, il mène à quelque chose qui est assez abstrait finalement, hein, je le maintiens, mais qui est très intéressant, très beau, c'est divinement écrit. Alors certes c'est une traduction mais c'est divinement écrit. Je suis en train de me demander si c'est une traduction parce que l'auteur est libanais, mais je sais qu'il a vécu au Canada et
qu'il a été ensuite en France. Je vais vérifier ça. Non, je ne pense pas que ce soit une traduction, tout du moins il n'y a pas de traducteur mentionné. Donc je pense que l'ouvrage a été rédigé en français. En tout cas, si vous cherchez quelque chose d'initiatique, de très particulier, vraiment très très particulier, je vous invite à vous tourner vers ce livre. Je pense que vous ne lui trouverez pas de comparaison possible parce qu'il est d'une excentricité qui lui est toute propre, et je pense que c'est aussi ce qui en fait un objet littéraire intéressant, dense, difficilement compréhensible, exigeant, mais très 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 qualitatif, très bon, et il sera aussi dans mes coups de cœur donc de cette année 2024. Je vous ai présenté les 5 titres que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ces titres-là, si vous les avez lus, lesquels vous tentent. Bref, c'est comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert et je serai ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à bientôt.